Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'Invité. Chers amis internautes fidèles de l'Invité, ce dimanche, je reçois pour vous Bertin Kovi. Il est président de l'Alliance Iroko, désormais au bloc républicain avec armes et bagages. Il est militant de la dite formation politique, candidat à la présidentielle de 2016. En 1997, il était déjà conseiller à l'image du président Denis Sassou Nguesso. De 2001 à 2003, il a été conseiller à l'image du président Blaise Compaoré de 2003 à 2004. Il a été également conseiller à l'image du président Eyadema Yassingbe. De 2005 à 2006, il a été conseiller à l'image du président Maître Adrien Humbedji. En 2006, conseiller à l'image du candidat à la présidentielle d'alors Ibrahim Badamassi Babangida. Il a été également représentant Afrique francophone du richissime homme d'affaires nigérien, Chief Gabriel Osawaru Nguedion de 2007 à 2009. De 2012 à 2019, il a été conseiller à l'image du président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema Mbasogo. De 2013 à 2015, il a été membre du Forum économique Europe-Russie qui se tient chaque mois d'avril en Russie, un creuset qui a pour président d'honneur le président russe Vladimir Poutine. Actuellement, il est conseiller de plusieurs chefs d'État africains. Bertin Kovi, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Cotonou depuis quelques jours pour un séjour de 4 jours, j'espère, c'est ça? Non, je suis arrivé à Cotonou le 17 et je suis reparti le même 17 parce que le ministre Abdoulaye Biotchane m'a fait l'insigne honneur de me recevoir avec un investisseur américain. Je suis reparti, je suis revenu le lendemain, plutôt le surlendemain, le 19, pour pouvoir participer à la réunion que le BR organisait hier. Et je pars à l'instant même après votre émission. Après notre émission, merci pour l'honneur, merci pour l'exclusivité. Avec lui, chers amis internautes, nous parlerons en autres des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique au Bénin, notamment la rencontre qui a eu lieu entre le président Patrice Talon et l'ancien président Thomas Boniaï, la rencontre qui a eu lieu entre Patrice Talon et Nicéphore Dieudonné Soglo, celle qui a eu lieu entre le président Patrice Talon et le président du Parlement Louis Vlavono et les anciens présidents du Parlement béninois, en l'occurrence Amoussou Bruno. Nous avons également Maître Adrien Humbedji, nous avons Antoine Idikola-Olé, sans oublier Mathurin Kofi Nago. Nous parlons également de l'ambiance qui règne sur la scène politique à l'orée de ces élections législatives de 2023. Nous parlerons de ce qu'il pense du parti politique Bloc républicain, pourquoi il a choisi le BR au détriment peut-être de l'Union progressiste. Nous parlerons également de la polémique qui a eu lieu autour du rapport de la gestion des fonds Covid et il nous donnera ses impressions sur la gouvernance du président Patrice Talon. Il a été reçu par le ministre d'État Blaise Biotchane et il nous donnera également le contenu de cette rencontre et les perspectives de ces échanges. Bonjour à nouveau Bertin Kovi. Bonjour. Alors, la rencontre qui a eu lieu entre Patrice Talon et Boniaï, qu'est-ce que cela vous a inspiré? C'est parce que nous marchions sur la tête que, au fait, la rencontre entre un ancien président et son prédécesseur devient un événement. Sinon, en principe, ça c'est la règle, ça c'est la norme, ça. Quand vous regardez aux États-Unis, le président en exercice consulte très souvent et périodiquement les anciens présidents. Quand vous voyez au Ghana, c'est la même chose. Bon, le président Yahi Boni avait coutume aussi de consulter Kérékou, le président Soglo, et le président Zinsou, quand il en avait l'occasion. Donc, de 2016 jusqu'en 2019, il faut avouer que le Bénin était un peu devenu fou. Nous avions perdu cette pratique-là. Et ma foi, pour l'apaisement du climat social, quel que soit le différend que Yahi Boni peut avoir dans son cœur contre Talon et que Talon peut avoir contre Yahi Boni, intuitif personné, en tant qu'ancien président, donc homme d'État, et en tant que président, donc homme d'État aussi, ils ont le devoir de taire leurs querelles personnelles et de faire de telles rencontres-là. C'est plutôt une très bonne chose. Alors, vous êtes spécialiste des questions liées à l'image. Vous avez vu les images qui ont fuité du palais de la présidence de la République. Les images que vous avez vues de Patrice Talon de Boniaï, quel décryptage vous en faites? Oh, vous savez, en politique, c'est la comédie, au fait, la politique, la communication politique. Les images ne disent pas forcément le ressenti des cœurs. Mais ces images, par contre, ont une incidence sur le ressenti des populations. Et c'est le plus important. Et les populations qui ont vu ces images-là ont vu deux hommes qui s'entendent bien dans le meilleur des mondes, où il n'y a pas de crise, il n'y a pas de colère l'un contre l'autre. Donc, effectivement, on voit une décrispation. Maintenant,
je voudrais analyser les propos du président Patrice Talon, qui a fait montre d'humilité et s'est réjoui de cette rencontre-là, et en demande encore. Et le président Yahi Boni a marqué sa disposition, sa disponibilité à toujours répondre à chaque fois qu'on le sollicitera. Donc le Bénin est entré dans le concert des nations, le Bénin est redevenu un État civilisé, je dirais même un État. Parce que dans un État, ma foi, un ancien président ne peut pas tenir dent à son prédécesseur. Et il est dit souvent en Bariba que le fils ne doit pas discuter un os à son père. Alors, si le père n'est pas assez intelligent pour le comprendre, c'est au fils d'y renoncer. Et je crois que, je ne sais pas qui a renoncé à la guerre, mais enfin, l'essentiel, c'est qu'ils se sont vus. Et je souhaite que les militants, et c'est le plus important, comprennent qu'en politique, là, on peut se battre, on peut se dire tout ce qu'on veut, on finira par dialoguer. Moi qui vous parle, j'ai eu l'honneur de faire l'université de la vie. J'ai fait 6 mois de prison. Et il n'y a pas d'école de la vie. Mais toutes mes années universitaires ne m'ont pas servi comme les 6 mois en prison. Et les 2 ans d'apatridie m'ont encore beaucoup servi. Donc, malgré ça, j'estime que c'est très bien ce qui se passe aujourd'hui. Donc, les Béninois doivent oublier le passé, faire la paix du cœur, que chacun marche vers l'autre, le serre dans ses bras et que nous continuons de construire ensemble notre pays. Est-ce qu'on peut se réjouir aujourd'hui d'une accalmie entre les 2 hommes? Bien sûr, c'est ce que ça projette. Au fait, dans l'opinion, ça peut ne pas être sincère. C'est pas important. Parce qu'il y en a qui disent, mais Yahi Boni n'est pas sincère. Bertin Kovi, regard avec votre caractère un peu teigneux, est-ce que quand vous regardez avec beaucoup plus d'analyse, est-ce que pour vous, ils sont sincères? En tout cas, je connais un tout petit peu le président Yahi Boni, qui est un homme au cœur large. Et je ne crois pas que Yahi Boni, s'il n'était pas dans les dispositions, aurait ce visage radieux. Parce que la première rencontre, je l'ai analysé, hein, il avait un visage, passez-moi l'expression, bouffi, dont on savait qu'il n'était pas dans son élément. Il avait même peur de s'asseoir. Par 3 fois, il vérifiait la petite bête dans le fauteuil. Mais cette fois-ci, il s'est vautré même dans le fauteuil. Donc, il est à l'aise. Le président Patrice Talon, qui est un fin communicant, un séducteur, a joué de son charme. Et quand j'ai écouté ses propos, parce que vous pouvez tromper les autres, mais vos propos vont vous tromper. Ces propos montrent qu'il veut réellement une décrispation. Maintenant, quel est l'agenda derrière, j'en sais rien. Mais je sais qu'aujourd'hui, on peut dire que les Béninois ont décidé, enfin les 2 anciens présidents ont décidé de faire la paix dans l'intérêt supérieur de la nation. Dans l'intérêt supérieur de la nation. Alors, à l'issue de la rencontre avec Patrice Talon et Boni Yahi, on a vu le président Patrice Talon s'adresser, on a vu également des propos du président Thomas Boni Yahi, ce qui n'a pas été le cas avec la rencontre avec le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Est-ce qu'il y a un lien à faire? Absolument. Au fait, le lien à faire, vous savez, le président Patrice Soglo vit quand même une douleur, hein, une difficulté. Son fils est préféré parce que c'est Léadi Vinagno, on a dit, hein. Bon, Vinagno, alors ça voudrait dire qu'il y a un attachement émotionnel, même à part de ce nom-là, qui est en exil. Le contexte ou bien ça, on ne va pas les analyser ici. Alors, un père souffre toujours de savoir que son fils est loin de lui, surtout quand il a déjà presque 90 ans, donc pratiquement un pied dans l'au-delà. Je ne dis pas que Soglo va mourir maintenant, il peut vivre 120 ans, ce n'est pas exclu. Dieu promet à l'homme 120 ans, Genèse 6, verset 3, l'homme vivra 120 ans. Mais enfin, à 90 ans, il est déjà vieux. Donc, il souhaiterait avoir son fils à côté de lui. Peut-être que tout cela, entre autres, font qu'il n'a pas voulu faire de déclaration. Aussi, quand après la rencontre, vous n'êtes pas trop content, vous préférez garder le silence pour ne pas donner une mauvaise image. Le silence à la sortie du président Soglo me laisse penser qu'il n'a pas obtenu totalement ce qu'il voulait. Mais le pas, ce n'est pas ce qu'il a obtenu. Le pas, c'est d'être allé dialoguer. Le président Patrice Talon, qui a fait 3 ans aussi d'exil, c'est ce qu'il a vécu en exil. Et la rencontre, la démarche du président Soglo va le travailler, va résonner en lui, va toucher son subconscient, l'humain qui sommeille en lui. Et ma foi, on trouvera des solutions. Mais, à la sortie, le silence du président Soglo m'a laissé penser
qui n'a pas encore eu la réponse à ce qu'il est allé demander. Mais ce qu'il est allé demander importe peu. Ce qui importe, c'est qu'il a fait la démarche. La République en tiendra compte parce que ces propos endiablés ont cessé d'exister. On n'entend plus Naouli, Naouli. Bon, le président Soglo a décidé d'entrer dans le rôle du père de la nation, qu'il est parce qu'il est plus âgé que nous tous. Donc, père de la nation. Et bon, voilà, c'est plutôt une bonne chose. C'est ce qu'il faut retenir, ça. Qu'il soit allé voir le président Talon, au fait. Alors, que retenir alors des échanges entre le président Patrice Talon, le président actuel du Parlement, et les anciens présidents Mathurin Kofi Nago, Maître Adrien Mbidi, Bruno Amoussou et Antoine Dikonaolé? Alors, le président Patrice Talon est plutôt un joueur d'échecs. Et un joueur d'échecs, il n'a pas voulu faire la singularité de la rencontre Talon, Yahi Boni, Talon, Soglo. Donc, pour mettre ça dans la rencontre des institutions ou bien des personnes qui représentent une institution dans le pays ou bien qui ont une valeur, pour qu'on ne dise pas que c'est Yahi Soglo, enfin, Yahi Soglo qui l'a reçu, il a aussi reçu les autres dans la même foulée. Donc, en réalité, ceux-là, bon, je ne dis pas que c'est des supplétifs du mouvement, mais ils sont là pour casser un peu l'analyse qu'on pourrait faire entre Yahi, Talon et les anciens présidents de la République. Donc, il a élargi ça aux anciens présidents des institutions. Et ça devient un peu plus global. Ben, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que le président Talon, selon vous, doit poursuivre les échanges? Ah ben oui, par exemple, en vous recevant, en me recevant. Ah ben oui, attendez, nous sommes plus représentatifs aujourd'hui que beaucoup que le président Patrice Talon reçoit. Vous recevez les gens sur votre plateau, vous les écoutez. Vous êtes plus à même à lui dire certaines choses que le président Soglo ne peut pas. Parce qu'il ne les a plus en esprit, que Yahi ne peut pas lui dire. Donc, il ne faut pas qu'il s'arrête au symbole des anciens présidents. On a bien dit anciens. Il faut qu'ils prennent ceux qui peuvent parler du présent, et c'est capital. Je veux le voir recevoir la jeune génération. Mais comment il s'appelle? Tabé ou bien TB? Je ne sais pas. Expérience. Oui, mais pourquoi pas? Comment il s'appelle? Jacques Ayadi, le syndicaliste devenu président de parti. Oui, pourquoi pas? Vous, les journalistes, les jeunes, il faut qu'ils élargissent. Parce que s'ils restent dans le symbole des anciennes has-been, non. C'est-à-dire des marigots asséchés. Non, on a besoin de marigots qui est d'aujourd'hui. Et ceux qui peuvent réellement apporter la décrispation que cherche le président Patrice Talon, ce ne sont pas les anciens présidents. C'est la jeunesse, au fait. C'est la jeunesse. Absolument, oui, une nouvelle génération qui est en train de monter. Mais je suis sûr qu'il le fera. On n'est pas dans son agenda. Le premier pas qu'il a posé a montré qu'il n'a rien contre les anciens. Il les respecte, il les accepte comme anciens et il a besoin de leurs conseils. Mais ma foi, la génération de ceux-là ne peut pas comprendre les problèmes de la génération montante. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'il ouvre la balle à Corvi Bertin et à d'autres un peu plus jeunes que moi d'ailleurs. À d'autres un peu plus jeunes que vous d'ailleurs. Alors, est-ce que cette décrispation voulue s'inscrit dans la perspective des législatives de 2023? J'en sais rien. Non, si c'était seulement pour la perspective des législatives, je crois que le président Patrice Talon avait intérêt à ce qu'il n'y ait pas de décrispation et aller aux élections législatives et les gagner comme en 2019. Parce que ce qu'il fait là, s'il ne le sait pas, mais ça met en difficulté les frères suamois, enfin, qui le soutiennent. Donc, oui, il amène d'autres dans la cour. Et là, ce n'est pas l'avantage ni du BR ni de UP. Ça voudrait dire que ce n'est pas pour les législatives qui le fait. Si c'est pour les législatives, c'est une mauvaise analyse. Parce que ça va affaiblir, justement. Vous savez, parfois la crise politique profite aux partis qui sont au pouvoir. Quand il y a crise dans un pays, là, que ce sont eux qui sont plus forts. Donc ça leur profite. Mais s'il y a décrispation, ça va profiter plutôt à ceux qui s'opposent au pouvoir. Mais le UP et BR et les autres qui soutiennent le président auront d'adversaires. Et il va falloir aujourd'hui se battre pour montrer ce qu'on vaut, ce qu'on peut faire. Maintenant, j'espère que les populations
n'iront pas voter pour des aventuriers juste parce qu'elles ne sont pas contentes de soit le président qui aurait pris telle décision impopulaire, etc. Si jamais le peuple béninois vote parce qu'il n'est pas content, eh bien, ce serait la catastrophe pour lui-même. Alors, avant de revenir par rapport à vos expériences par rapport à ces élections législatives, dites-nous pourquoi vous avez choisi le BR au détriment de l'UP, par exemple? Bon, ce n'est pas au détriment de l'UP. J'ai de très bons amis dans l'UP. Mais enfin, moi, ce pays, notre pays, est ethnocentré, qu'on se dise la vérité. Et une bonne partie de mon électorat est d'abord au nord et au centre. Si vous ne vous mirez pas vous-même pour faire votre situation, vous allez vous mentir. Qu'on le veuille ou pas, l'Alliance Iroko est plus installée à partir du zoo, enfin le zoo nord jusqu'à totalement le nord. Donc nous nous retrouvions, nous aurions pu nous retrouver en train de nous battre contre le BR. Or, soutenant tous désormais l'action du président Patrice Talon, il fallait qu'on agisse à l'unisson. Mieux, le président Abdoulaye Biotchane est quelqu'un que j'ai analysé et qui a de la rigueur. Et c'est cette rigueur-là qui me plaît. Aussi, il est économiste et j'ai espoir qu'il comprendra l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. Parce que je voudrais qu'un parti politique ne soit pas juste un instrument pour conquérir le pouvoir politique, mais qu'un parti politique soit un instrument, ma foi, pour améliorer la condition de vie des populations. Et c'est d'ailleurs pour cela que pour convaincre mes militants de Kéro, enfin du Nord, à me suivre dans le BR, j'ai dit, je donnerai de motoculteurs à toutes les cellules qui me suivent dans le BR. Et quand on aura fini, bon, ce n'est pas encore les élections, mais pendant la campagne, je vais le leur dire encore, ceux qui voteront massivement BR, je ne suis pas candidat. Et l'Alliance Iroko n'imposera aucun militant pour être candidat, à moins que le BR, enfin le président Abdoulaye Biotchane et les bureaux choisissent. Sinon, nous n'avons pas d'exigence. On ne cherche pas de positionnement. L'Alliance Iroko ne vient pas pour se positionner sur la liste, y compris moi-même. Donc vous ne voulez pas être député? Non, non, attendez, je ne vais pas aller m'asseoir et bavarder à longueur de journée. Député, bon, je suis trop occupé au fait. Je préfère venir bavarder sur vos plateaux et qu'on m'écoute que d'aller au Parlement en train de discutailler, on dit A, on dit B. On regarde votre parcours, Oui. Bertin Kovi, avec les chefs d'État de la sous-région. Est-ce que ça ne vous plaît pas d'entrer au Parlement de votre pays et de participer activement à la vie politique de votre pays? Mais Et de faire changer les choses? oui, mais ce qu'on fait On ici... vous voit généralement économie fondamentale. Est-ce que vous ne pouvez pas vous rendre au Parlement pour une législation peut-être dans ce sens qui consacre davantage cela? Mais c'est d'ailleurs pour cela, une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est d'ailleurs pour cela que je me suis approché du BR afin d'échanger avec ceux que nous allons envoyer au Parlement, les instruire à l'économie fondamentale, parce que tout seul, je ne pourrais rien. Donc, je n'ai pas besoin moi-même d'être au Parlement. Bon, si j'étais député, comment vous voulez que j'aille conseiller un président à gauche, à droite? Je viens de faire 15 jours, non, 25 jours d'une tournée au Tchad, en Centrafrique, au Togo, et je suis venu au Bénin. Si vous croyez que j'aurais pu faire ça si j'étais député, je parle de ces députés-là qui ne sont jamais présents. Moi, je ne me raconte pas des histoires. Je n'ai pas le temps, malheureusement. Mais, ceci dit, le BR sera un instrument, justement, où nous devons former nos militants, nos députés, à comprendre l'esprit de l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. Et ce sont eux qui prendront le relais. Et nous allons former à la base. C'est d'ailleurs pour cela que hier, et c'était quand? Enfin, la dernière fois, le 20, nous avons acheté 2 motoculteurs à la Sonama qu'on envoie au nord et pour nos militants. C'est pour diminuer la pénibilité du travail champêtre. Vous savez, si le champ n'était pas difficile à faire, le forgeron ne fabriquerait pas la roue et la vendrait. Donc, pour diminuer la pénibilité, nous avons décidé de distribuer des motoculteurs à nos vaillants producteurs. Mais attention, ce n'est pas un don, parce que ce qui est gratuit ne vous fait pas du bien. À chaque fois qu'un paysan a besoin de labourer son champ, eh bien, il fait
recours à notre motoculteur, il paye les 30 000 après qu'on lui ait labouré 1 hectare et un autre prend. Ceci permet, s'il y a panne, de réparer. Ceci permettra l'année prochaine, s'ils font assez de bénéfices, d'acheter d'autres motoculteurs. Parce que je ne ferai pas comme les ONG où c'est à fond perdu et personne ne s'en occupe. Dès que c'est en panne, on laisse ça au soleil ou bien à la pluie. Non, c'est 1 million par motoculteur parce que subventionné par le gouvernement béninois. Voilà. Voilà, entre autres. Alors, les élections législatives sont à quelques mois, c'est le 8 janvier 2023. Quel est votre regard sur l'animation de la vie politique dans votre pays? Bon, le Bénin n'a pas changé. Hein. Le Bénin attend toujours la 25e heure pour commencer par courir. Donc, les démocrates ont effectué récemment une tournée, même dans le septentrion, par exemple. Oh oui, mais ça fait combien d'années que les démocrates... C'est-à-dire, la vie politique sous d'autres cieux, c'est au jour le jour que cela doit être animé. Mais bon, nous attendons des périodes. En réalité, ce n'est pas le bureau national qui importe dans les partis politiques, ce sont les militants à la base. Et le Bénin a souvent l'habitude de voir les militants à la base devenir un club de on veut aller boire la bière ici, ou bien quelqu'un est mort, on lui rend visite. Ça là, ça se fait. Mais l'activité au niveau national, malheureusement, on attend toujours la dernière heure pour commencer par agir. Mais l'activité plutôt politique au Bénin, ce ne sont pas les partis politiques. C'est ce que le président Yahya Boni a initié et qui permet aujourd'hui d'avoir un climat apaisé. Alors, un journal qui quand même nous a fait savoir récemment que vous étiez nommé conseiller du président tchadien, un canard a eu attitré que Boni Yayi lâche les démocrates. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Bon, pour ce qui me concerne, ce n'est pas faux, mais je n'ai jamais demandé à ce que le canard en parle, et ce n'est pas seulement là-bas. Il y a plein... Bon, je ne sais pas si ce que je dis est vrai, hein, mais on peut tout me reprocher, sauf que je sais parler. Et malheureusement, pour les autres, surtout pour les chefs d'État, ils ont tendance à vite apprécier ceux qui savent bien parler, que même ceux qui savent de quoi ils parlent. Mais moi, je sais parler, et je sais de quoi je parle. Donc, j'ai beaucoup de propositions pour conseiller. Ben oui, ça, ce n'est pas faux. Par contre, que Boni Yayi lâche les démocrates. Mais le rôle d'un ancien président, ce n'est pas justement d'être président d'honneur d'un parti d'opposition. Donc, Boni Yayi ferait œuvre utile pour lui-même et la République en se retirant de la position partisane. Maintenant, est-ce que Boni Yayi aura cet élan de cœur pour le faire? Rien n'est moins sûr. Donc, je ne peux pas parler au nom de Boni Yayi. Vous lui poserez la question, il répondra et il sera sincère en vous disant sa position. Seulement, moi, je le conseillerais au président Yayi Boni de sortir de ce rôle-là. Ce n'est pas son rôle. D'ailleurs, ce rôle-là n'a pas servi le président Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président du parti, la Renaissance du Bénin, oui, la Renaissance du Bénin. Bon, qu'on a fini par lui arracher. Parce que quand vous n'êtes plus au pouvoir, vous n'avez plus, surtout dans nos pays africains, vous n'avez plus la capacité de fidéliser les opportunos, profitos, situationnistes qui pilulent dans les partis politiques. Ils n'y vont pas parce qu'ils ont d'idéal, ils y vont parce qu'ils veulent exister. Et c'est dans ce creuset-là. Quand vous n'êtes plus au pouvoir, c'est difficile. Donc, je conseille au président Boni Yayi d'être un homme d'État neutre. Il est président d'honneur et de UP, et de BR, et des démocrates, et de... Quel est le parti de comment il s'appelle? Jacques Ayadi. Moël Bénin. Ah, Moël, oui. Bon, enfin, Moël Épinière, je présume. Alors, donc, enfin, lui doit être, évidemment, de FCBE, lui doit être le président d'honneur de tous les Béninois. Parce qu'il est ancien président. Il ne doit plus rester dans une position partisane. Et si Yayi Boni sort des démocrates, passez-moi l'expression, ben, là, les démocrates se retrouveraient à leur simple expression. Parce que malheureusement, ils ont construit leur stratégie autour du nom de Yayi Boni. Mais le rôle de Yayi Boni, ce n'est pas d'être opposant, ni d'être mouvancier, c'est d'être un homme d'État. C'est d'être un homme d'État. Alors, nous allons progresser dans cette émission. Il y a quelques jours, il y a eu une polémique qui
a enflammé la toile, notamment par rapport à la publication de rapports provisoires, notamment par rapport à la gestion des fonds Covid. Bertin Covy, est-ce que vous avez suivi cette actualité? Est-ce que vous avez suivi après la publication du rapport définitif? Est-ce que vous avez lu les deux rapports? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez suivi la version du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, également la version du ministre de la Santé? Et qu'est-ce que vous retenez? Alors, moi, je n'ai rien écouté de tout ce que les ministres ont pu dire, mais j'ai quand même lu sur les réseaux sociaux et j'ai lu la position du porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léandre Oumoudji. Oui. Et d'abord, ce qui devrait étonner, ce sont les montants. Presque 300 et quelques milliards de francs CFA. Vous croyez qu'il est aussi facile de détourner un tel montant dans le contexte où on est aujourd'hui au Bénin? C'est compliqué. Mieux, cet argent, c'est souvent des dons. Et il est très difficile de voler presque un quart de milliards d'euros. Non, je dirais même la moitié, ce n'est pas un quart. La moitié de milliards d'euros, c'est difficile à détourner. Donc, ce sont même les montants qui m'ont convaincu qu'il y a erreur quelque part dans l'audit. Maintenant, n'étant pas au fait de la situation, je ne peux pas me prononcer, mais si c'était sur le budget national, comme on avait dit qu'on a détourné, je peux croire. Mais sur les fonds Covid, l'argent que les autres vous donnent, c'est cela, d'ailleurs, le drame des dons qu'on nous fait. Vous n'êtes pas libre. Ce sont eux qui disent combien vous allez dépenser, quand dépenser. Non, bref, il y a eu une erreur au niveau de cet audit-là. Il y a eu une erreur au niveau de cet audit-là. Alors, Bertin Covy, le président Patrice Talon est à son second quinquennat. Les ministres défilent sur la télévision nationale pour faire le bilan de l'an 1 du second quinquennat. Vous, qu'est-ce que vous retenez de ces 12 mois de gouvernance du président Patrice Talon? Alors, moi, je ne retiens rien du tout. Par contre, je retiens que ces 12 mois, ma foi, au fait, permettent de conclure les 5 ans passés. Parce que ils sont, au fait, c'est comme un gouvernement de transition et d'activité. Donc, les 12 mois ont servi de conclure tout ce qui était en chantier. D'ailleurs, les ministres qui font le bilan, enfin, leur bilan devrait s'inquiéter parce que ça voudrait dire, si le président Patrice Talon veut suivre la norme, prochainement, il va devoir faire un nouveau gouvernement et décharger certains ministres parce qu'on ne peut pas faire 6 ans, enfin, ou bien 5 ans au même poste, ou bien 4 ans, c'est trop. On finit par être fatigué intellectuellement. Donc, je crains que ça n'annonce... Il y en a qui ne seront pas d'accord avec vous? Non, je n'ai pas dit. C'est-à-dire, c'est la norme, au fait. Vous savez, travailler en tant que ministre, ce n'est pas une sinécure. Vous ne dormez pas, vous travaillez. Quand je vois les gens sont jaloux, ou bien ils veulent être ministre, et ils sont jaloux du ministre, qu'ils posent la question à l'épouse du ministre, qui pose la question à ses enfants, qui pose la question à son cercle immédiat pour voir s'il a encore de vie sociale. Donc, après 4 ans, on n'a pas grand-chose à donner. Il faut qu'il y ait d'autres générations, d'autres personnes. Maintenant, il y en a qui sont d'une stature très solide, qui peuvent continuer. Et le président peut décider que, oui, il veut que ses ministres fassent 10 ans, comme lui-même il fait, pourquoi pas. Mais moi, je donne mon avis et je dis ce qui se fait d'habitude. Vous dites ce qui se fait d'habitude. Alors, Bertin Covy, lorsqu'on y voit de près, est-ce que pour vous, Patrice Talon a encore des réformes politiques et institutionnelles à faire, à opérer? Oui, mais est-ce que pour vous, il est impératif qu'on touche encore la Constitution pour des réajustements et des réadaptations à nos réalités? Oh, vous savez, ça, ce n'est pas à Patrice Talon de le demander, c'est au peuple béninois de savoir ce que le peuple béninois veut changer. Mais moi, en ce qui me concerne, s'il m'était donné l'opportunité de modifier notre Constitution, j'inscrirais comme loi cadre la construction d'une économie fondamentale pour un développement à visage humain dans notre Constitution. Donc voilà, si j'avais la possibilité d'exiger une modification constitutionnelle, c'est ce que je ferais, c'est ce que je demanderais. Maintenant, ce n'est pas le président. Vous savez, on ne change pas un pays par les lois. Au fait, c'est la dynamique de la société, de la population qui amène à acter les réformes même que le peuple a commencé par demander, ou bien plutôt à appliquer, et ça devient une loi, au fait. Donc, si on commence par faire du juridisme, on n'ira pas loin. Par contre, oui,
il est possible qu'il y ait des aspects qu'on change dans notre Constitution. Mais il y a une chose que nombreux ne veulent pas écouter. Je leur dis toujours, et je le redirai encore ici, nous sommes dans une nouvelle république. Et ça là, personne ne m'enlèverait ça de la tête. Pour que demain, les aventuriers qui vont appeler le peuple dehors pour dire non, opposez-vous à Patrice Talon ou bien opposez-vous à ceci, je leur dirai, je demanderai au peuple de prendre des gourdins et de les chasser. Pourquoi vous dites que nous sommes dans une nouvelle république? Ah ben très bien, nous avions l'habitude de prêter serment quand? Le 6 avril, n'est-ce pas? En 2016, le président Patrice Talon avait prêté serment le 6 avril, non? Tout à fait. Très bien. L'élection avait eu lieu quand? Le 6 mars. C'est pas ça? Tout à fait. Ben, très bien. Ben, et cette fois-ci, l'élection a eu lieu le 11 avril. Et il y a eu 45 jours de transition. C'est-à-dire un régime transitoire de 45 jours pour aligner les élections. Très bien. On a prêté serment, je crois, le 23 ou bien le 24 mai. Mais quand nous étions opposants, avec tous ceux qui sont encore restés opposants, nous dénoncions justement une nouvelle république. Bon, alors ce n'est pas aujourd'hui que subitement ce qu'on dénonçait n'existe plus. Donc nous sommes dans une nouvelle république. Et en ce qui me concerne, le président Patrice Talon, il lui est encore loisible d'être candidat en 2026. Maintenant, s'il décide de ne pas l'être, je ne l'oblige pas, on n'oblige pas l'âne à boire l'eau, ni à manger. S'il décide de ne pas l'être, ça c'est autre chose. Mais ne venez pas me dire que la Constitution a été violée. Et c'est à cela que j'appelle chacun à l'attention. Parce qu'il y en a qui ne savent pas projeter l'avenir. Ils attendront à la 25e heure pour commencer par crier au respect de la Constitution, au respect de ceci. Et puis quand vous regardez au Bénin, là, avec tout ce qu'on fait, vous ne croyez pas que toute chose restant égale par ailleurs, qu'il faudrait que Patrice Talon ait encore au-delà de 2026, 5 ans encore, parce que pour construire une nation, les réformes qu'il est en train de faire là, pour que cela se grève dans la tête des Béninois, il faut au moins 15 ans. D'ailleurs, la plupart des pays qui ont construit une belle nation, dont on parle aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est resté durant longtemps, mais un pouvoir fort. Vous savez, personne, parmi ceux qui peuvent vous parler, très peu ont vécu ce que j'ai vécu moi en prison. Très peu ont vécu ce que j'ai vécu en exil. Et très peu vivent encore ce que je vis aujourd'hui parce que je ne suis nommé à rien, je ne demande rien. Mais, je dis dans l'intérêt du Bénin, il ne serait pas mauvais que Patrice Talon continue au-delà de 2026. Mais attention, c'est lui qui décide. Et je suis un peu peiné quand partout où il passe, il sent le besoin, lui Patrice Talon, il sent le besoin de plaire aux autres pour dire non, je ferai la fin de mon mandat. Mais qui lui dit que c'est ça, la fin de son mandat? Moi, ça m'étonne quand je vois le président Patrice Talon Il a été précis lors du message à la nation en décembre dernier. Il a dit quoi? Il est là pour son second quinquennat. Bon, heureusement, il n'a pas dit son dernier. Et non le deuxième. Bon, ben, bref, ce qui me fait plaisir, c'est la confusion qu'il crée dans la tête, ce n'est pas déjà mauvais. Mais maintenant, ça laisse croire à certains qu'il n'aura plus la possibilité d'un autre mandat. Et s'il laisse ça l'entendre par les populations, quand il va vouloir réellement jouir des prérogatives de cette nouvelle constitution, ça va nous amener à la violence. Donc il faudrait que lui se taise. Il n'a pas à se prononcer sur deuxième. Vous pensez que le choix d'un dauphin ne pourra pas conduire avec efficacité les réformes engagées? Bon, combien de dauphins peut-être moi, Korovi, parce que je suis aussi courageux que lui. Mais si, ou alors il peut y avoir d'autres que je ne connais pas, mais je me connais moi-même. Mais si on n'a pas un homme à la poigne solide, les Béninois vont reprendre la même pagaille qui a empêché Yahi Boni, qui n'était pas venu avec de mauvaises idées, qui a empêché Kérékou Nisoglo. Mais un peu de dictature, ce que vous appelez dictature, est utile pour le progrès. Vous savez, on condamne tout le temps, et moi y compris, moi-même je condamnais Toboula. Mais est-ce que vous n'êtes pas heureux aujourd'hui que Cotonou soit une belle ville? Tous ceux qui viennent de l'étranger disent que c'est une belle ville. L'Américain que j'ai amené ici était tellement heureux de ce qu'il a vu. Mais c'est parce qu'il y a eu un Toboula devenu fou. À l'époque, c'est ce que nous croyons. Mais pour casser tout le monde sous l'égide de l'autorité de l'État. Et c'est parce qu'on a pu casser qu'on a pu avoir ce qu'on a aujourd'hui comme infrastructure, routes où les routes sont bien tracées. Donc, effectivement,
parfois le pouvoir n'a pas le choix que de faire du tort à l'individu pour le bien du corps politique de tout le monde à la fois. Alors, vous étiez en train de parler à l'instant d'un partenaire américain. Vous avez effectué une tournée en Afrique, notamment au Tchad, en Centrafrique, au Togo et puis au Bénin. Alors, quel est l'objectif principal visé par cette tournée et pourquoi la visite du Bénin également? Quelle est l'essence de cette visite? Alors, bon, vous savez, moi, je suis économiste fondamentaliste et j'estime que, ma foi, nos États doivent construire la base du développement. Et la base du développement, cela se décline en 6 fonctions. La première fonction, c'est l'énergie, c'est-à-dire l'eau et l'électricité. Et les autres se nourrissent, se vêtir, s'instruire, se loger, se soigner. Voilà. Très bien. Mais la plupart de nos pays n'ont pas pris la peine de garantir c'est-à-dire la jouissance de l'énergie, eau et électricité. D'ailleurs, la petite coupure dont on a fait preuve ici, dont on a fait l'expérience, montre que malgré tous les efforts que le Bénin a pu faire sous le leadership de Yahya de Talon, on a encore du chemin à faire. Donc, j'ai créé une société, Africa Power Supply Solutions, qui travaille avec des Américains, Infinite Energy, parce que moi, j'ai les idées, mais je ne suis pas rentier, et même si quand j'aurais été rentier, je n'ai pas la technologie. Donc, je me suis associé à des Américains, et nous parcourons les pays africains pour leur dire la base de leur développement. Et au-delà de ça, le second aspect, c'est l'agriculture. Et vous conviendrez avec moi que c'est la pénibilité du travail champêtre qui fait que nous n'arrivons pas à nourrir notre continent. Et on voit ces images qui ne nous honorent pas du président en exercice de l'Union africaine qui va quémander de la nourriture pour l'Afrique auprès de la Russie. Ça ne devrait pas se faire. Un continent qui a 60% des terres arables en réserve au monde sur son sol, mais qui quémande la nourriture. L'Ukraine, c'est à peine 44 millions de population. La Russie, c'est à peine 150 millions. Et c'est 1 milliard de population qui quémande la nourriture. Ça fait honte. Donc nous avons décidé d'aménager, viabiliser les terres afin de les mettre à la disposition des populations. Vous savez, l'État construit les routes, l'État construit les hôpitaux, l'État construit les écoles. Mais l'État doit construire aussi le domaine agricole. L'État doit aménager les terres et les mettre à disposition des populations. Si ce n'est pas fait, nous n'irons nulle part. Cette histoire de on va à la télévision parler d'agriculture, ce sera un slogan. Donc, c'est ce que nous avons fait au Tchad, en Centrafrique, où au Tchad, on a 3 millions d'hectares qui a été mis à notre disposition. En Centrafrique, pareil. Nous avons même hérité d'une palmeraie de 11 000 hectares que nous allons reprendre. Bon, bref, on ne va pas dans les détails. Alors, au Bénin? Au Bénin, oui, nous avons rencontré l'agence qui s'occupe du patrimoine et du tourisme. Bref, ils sont vers les 3 banques. On a échangé avec eux sur le tourisme et nous sommes intéressés par Gambier et la route des pêches. Mais au-delà de cela, nous avons rencontré le ministre Abdoulaye Biotchane qui nous a présenté les opportunités qu'il y a au Bénin. Bon, l'agriculture, naturellement, il voulait qu'on fasse la même chose, c'est-à-dire aménager, viabiliser les terres pour faciliter la tâche à nos populations. Seulement nous, vous savez, quoique investisseurs, vous êtes parfois limités. On a choisi l'électricité essentiellement pour le Bénin. On a choisi l'électricité et nous voulons installer 5000 mégawatts de capacité électrique au Bénin. On peut le faire au Togo, on peut le faire au Ghana, on peut le faire au Nigeria parce que ça va consommer le gaz qui passe du Nigeria jusqu'au Ghana. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes arrêtés au Togo. Le Togo voulait qu'on le fasse au Togo, mais j'ai estimé que ce n'est pas mauvais que cela se fasse au Bénin. Et nous avons eu l'oreille attentive du ministre Abdoulaye Biotchane. Bientôt, une délégation viendra évaluer les réserves et le débit de gaz qui passe réellement dans le pipeline, le gazoduc qui quitte le Nigeria jusqu'au Ghana, pour installer une unité de production d'électricité au Bénin. Mais ce n'est pas seulement pour le Bénin. Le Bénin va consommer une partie. Et puisqu'il y a le West Africa Power Pool, le système d'interconnexion, on produit au Bénin, on l'injecte dans le circuit, ça va au Nigeria, ça va au Ghana, ça va dans tous les autres pays. En réalité, ce n'est pas pour le Bénin qu'on produit, on produit pour la CEDEAO. Donc, c'est le projet qui a été retenu pour le Bénin. Ça.
Et puisque la structure est installée au Bénin, ça paiera des impôts, ça va créer d'emplois ici, ça va consommer ici. Bon, c'est ce que je pouvais faire pour mon pays. C'est ce qu'on a retenu. Est-ce que vous avez retenu? Alors, ABT, le ministre d'État, en dehors d'être ministre d'État, il est également le patron de votre formation politique. Est-ce que vous avez parlé politique? Ben, j'étais avec lui hier, le 20 au soir, j'étais avec lui. Et de 18h à 21h, nous avons, enfin, le BR présentait les perspectives et comment confirmer sa position du parti des partis, au fait, sur l'échiquier national. Donc, un travail très bien a été fait. Vous verrez bientôt le BR aller vers les populations, et bien, leur dire pourquoi il faut aller au BR. Et moi, je voudrais vous dire pourquoi il faut aller au BR. Et j'en ai parlé aussi au ministre Abdoulaye Biotchane hier. Je souhaite qu'il prenne très souvent parole, à peine 2 minutes, 3 minutes, qu'il fasse des petites vidéos pour parler économie, parler développement, parler ce qui se fait, ce qui va se faire. Le BR, c'est un parti qui se bat et qui se battra désormais pour qu'on sache ce que le gouvernement fait, ce que le gouvernement pourra faire et ce que le BR en tant que parti veut faire de façon singulière. Et le BR a décidé de soutenir à travers des bonnes volontés et même à travers le parti lui-même directement, mais la mécanisation agricole. Je vous ai dit, moi en tant que membre du BR désormais, je me suis engagé à fournir des motoculteurs à mes militants. Et j'ai demandé la même chose au cadre du BR, de mettre des engins agricoles à la disposition de nos producteurs. Et nous ferons la même chose sur d'autres secteurs. Au fait, nous voulons impacter les fondamentaux économiques. Le développement, ça y est, cela n'aura un sens que si on enlève la pénibilité du travail agricole. Bertin Kovi, au cours de cette émission, vous avez parlé beaucoup économie fondamentale. Alors, pour les amis internautes qui ne vous ont jamais suivi, qui ne vous ont jamais vu expliquer l'économie fondamentale, c'est quoi? L'économie fondamentale est une science sociale, une main invisible dont la fonction est de prendre les ressources naturelles qui existent dans une communauté pour satisfaire les besoins de la communauté. Il se trouve très souvent que les ressources qui existent ne soient pas suffisantes et c'est là où le besoin de la production s'impose. Alors en économie fondamentale, quand la production n'est pas mue par la nécessité de satisfaire vos besoins, ce n'est pas un bien économique. C'est de ce point de vue, il y a encore quelques années, je disais que le coton n'était pas une production économique pour le Bénin, parce que le Bénin fait le coton et c'est à Liverpool que le coton est vendu et c'est en Chine que c'est transformé. Désormais que j'apprends que bientôt le coton béninois sera usiné ici, créant de la valeur ajoutée au Bénin, je vais encourager à produire le coton. Vous comprenez? Vous prenez la Corée du Nord qui produit des armes qui menacent tout le monde mais qui meurt de faim. Donc, quand la production ne sert pas à améliorer votre condition de vie, ce n'est pas une production économique. Je prendrai aussi autre chose. Il ne sert à rien de construire les stades de football où les gars n'ont pas fini de bien manger. Et c'est d'ailleurs, je parle des écureuils, ils ne sont pas bien rassasiés. Vous faites de bons stades et vous attendez un résultat. Travaillons, qu'ils mangent bien, qu'ils soient bien dodus, bien solides, et après on fera le football. Donc moi, en économie fondamentale, je n'aurais jamais construit des footballs pour des gens qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger à la maison. Voilà un peu. Et nous ne calculons pas les ratios, les agrégats, la croissance. Non, la croissance peut ne rien signifier. Nous nous intéressons à la condition de vie. Et c'est pour cela qu'en économie fondamentale, pour savoir que la condition de vie d'une année à une autre sera bonne, on regarde de combien on a accru l'espace cultivable. Un village qui avait 100 personnes, qui cultivait 10 hectares. Si le village a 300 personnes et ça cultive, si ça ne cultive pas dans la même proportion d'hectares, vous allez commencer par ne plus avoir assez de nourriture. Et c'est ça justement qui fait que les Béninois disent que tout est cher, tout n'est pas cher. L'espace qu'on cultive pour ce qu'on va manger n'est plus proportionnel à combien utilise le fruit de cette production-là. Donc voilà un peu ce que c'est. Merci à vous, Bertin Kovi. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le rituel, vous avez regardé droit dans votre caméra et dit un mot à l'endroit de ces internautes qui ont bien voulu sacrifier de leur data mobile, de leur temps pour suivre cet entretien. Alors, chers amis, je vous remercie
de m'avoir accordé votre temps et surtout vos mots pour pouvoir me suivre. Je prie l'Éternel Dieu, créateur de toutes choses, qu'il fasse en sorte que vous ayez toujours les moyens de me suivre, mais les moyens aussi d'améliorer votre vie. Je voudrais finir en vous disant, n'allez pas seulement sur Internet pour me suivre, allez surtout sur Internet pour apprendre tout ce que vous voulez, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut apprendre sur Internet. Ne soyez pas sur TikTok, sur ces histoires qui n'ont pas de queue ni de tête. Essayez de vous instruire à partir du net et vous serez des experts. Je vous remercie. Merci à vous, Bertin Kovi. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que notre invité, à l'entame de cet entretien, parlant de la rencontre qui a eu lieu entre Patrice Talon et Thomas Boniaï, il a fait savoir qu'il s'agit d'une rencontre normale. Pour lui, c'est logique et bienséant qu'un président en exercice consulte son ou ses prédécesseurs. À travers ces images qui ont fuité du palais de la Marina, on voit la décrispation, a affirmé Bertin Kovi. Pour lui, le Bénin est redevenu un État. Patrice Talon est un fin communicateur, un séducteur. Ses propos montrent qu'il veut une décrispation, a laissé entendre Bertin Kovi au cours de cette émission. Pour lui, la posture de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo est paternelle et il a argumenté dans ce sens. Il a fait savoir que Patrice Talon est un joueur d'échecs. Il a également argumenté dans ce sens. Pour lui, il ne faut pas qu'il s'arrête aux anciens présidents de la République, aux anciens présidents d'institutions de la République. Pour lui, il souhaiterait que le président Patrice Talon puisse rencontrer la jeunesse, la jeune génération. Pourquoi pas Expérience Tébé, pourquoi pas Jacques Ayadji, pourquoi pas également les journalistes afin de s'enquérir réellement de ce qui se passe dans le pays. Selon Bertin Kovi, la crise politique dans un pays profite généralement aux partis qui soutiennent le pouvoir. Il a également argumenté largement dans ce sens. Il souhaite que les populations ne votent pas pour les aventuriers, parlant des élections législatives de 2023. Au cours de cette émission, il a eu à exposer les raisons de son adhésion au parti politique Bloc républicain. Pour lui, l'alliance Iroko, son mouvement politique, a son hégémonie qui s'étend du Zou jusqu'au nord. C'est une raison fondamentale qui l'a amené à adhérer au Bloc républicain. Et également le fait que le patron du BR, notamment le ministre d'État Abdoulaye Tchane, est un homme de rigueur. Il est un économiste et il espère que ce dernier pourra comprendre l'économie fondamentale à visage humain. Il nous a fait savoir qu'il distribue des motoculteurs à ses militants pour diminuer la pénibilité des travaux champêtres. Il a également fait savoir réellement les causes et les fondements de cette initiative. Il ne veut pas être candidat aux élections législatives. Il l'a martelé au cours de cet entretien et il a également exposé les raisons de ce refus-là. Pour lui, le rôle d'un ancien président n'est pas d'être président d'honneur d'un parti d'opposition. Il conseille à l'ancien président Thomas Boniaï de quitter la posture partisane et lui conseille d'être un homme d'État neutre. Si Yahi quitte les démocrates, ces derniers seront réduits à leur simple valeur, nous a laissé entendre Bertin Kovi au cours de cet entretien. Commentant l'actualité, notamment celle liée à la polémique qu'il y a eu autour de la gestion des fonds Covid, il nous a fait savoir qu'il n'est pas facile de détourner 385 milliards dans le contexte actuel au Bénin, surtout lorsqu'il s'agit des fonds de dons. Ce sont les montants qui l'ont convaincu qu'il y a eu une erreur dans le rapport d'audit. Parlant de l'actualité sociopolitique et notamment des perspectives politiques, il a fait savoir qu'on est dans une nouvelle république. Il a largement argumenté et exposé les éléments qui l'amènent à affirmer qu'on est dans une nouvelle république. Pour lui, la date de prestation de serment, la date de la tenue des élections, notamment celles présidentielles, le délai de 45 jours de transition sont entre autres des éléments qui consacrent la nouvelle république. Et pour lui, il est encore loisible pour le président Patrice Talon d'être candidat en 2026. Au-delà de 2026, il faut que le président Patrice Talon ait 5 ans encore dans l'intérêt du Bénin, nous a lâché Bertin Kovi au cours de cet entretien. Il a fait savoir également qu'un peu de dictature est utile pour le progrès. Les raisons de sa tournée, notamment au Tchad, en Centrafrique, au Togo et au Bénin, ont été exposées au cours de cet entretien. Il nous a fait savoir que lui et ses partenaires ambitionnent construire au Bénin 5000 MW de capacité électrique au Bénin, une centrale qui aura à desservir les pays de la CEDEAO. Il nous a fait savoir également qu'il nous a exposé pourquoi il est allé au BR et pourquoi également il a eu à échanger avec le ministre d'État. Il nous a annoncé les couleurs par rapport aux perspectives politiques du parti politique Bloc républicain. En fin d'émission, il a eu à nous redéfinir ce que c'est que l'économie fondamentale et pourquoi il soutient cette option. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos.
On ne peut pas faire mieux. Merci à vous, Bertin Kovi. Je rappelle que vous êtes président de l'Alliance Iroko, militant du parti politique Bloc républicain. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré l'agenda très chargé. C'était un plaisir pour nous. Le plaisir est partagé. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien et très belle journée dominicale.